Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, c'est l'une des informations principales de ce jeudi, la victoire de l'opposant congolais Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle. Il est crédité de 38,57% des suffrages selon les résultats provisoires de la CENI. Scène de liesse populaire dans les quatre coins de la RDC. Le pouvoir de Kinshasa dit prendre acte du résultat, un positionnement qui diffère de celui de Martin Fayulu qui conteste formellement l'issue du vote. Martin Fayulu arrivé en seconde position, dénonce un hold-up électoral. Il en appelle notamment à la SENCO et à la communauté internationale. Pour en parler avec moi ce soir, Mohamedou Dia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie et journaliste. À mes côtés également, Marc Mbebe-Kalé, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Et sur ce plateau également, Mohamed Amiri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et consultant en communication. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Félix Tshisekedi proclamé donc vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo selon les résultats qui ne sont pour l'heure que provisoires. Des résultats de la CENI annoncés dans la nuit de mercredi à jeudi au terme de longues heures d'attente. L'opposant et candidat de l'UDPS est arrivé en tête avec 38,57% des voix devant Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du pouvoir. Les résultats doivent encore être validés, confirmés, mais l'accession de Félix Tshisekedi à la fonction suprême, si elle est confirmée, constituerait un événement sans précédent, car pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC, une alternance démocratique serait alors consacrée par les urnes. Fanny Mounichi. Fin du suspense en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi arrive en tête avec 38,57% des suffrages, devant Martin Fayulu en seconde position et Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du pouvoir. Ce n'est pas une surprise parce que Félix Tshisekedi émane d'un parti politique qui a l'avantage d'être implanté sur presque toute l'étendue du territoire national. En plus, ces partis s'est allié à un autre qui est aussi implanté sur presque toute l'étendue du territoire national. Et ceci constitue un grand atout pour cette coalition qu'on appelle Cap pour le changement. En plus, Félix Tshisekedi est le fils du leader historique de son parti, l'UDPS. Félix Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition congolaise, décédé le 1er février 2017. Fin mars 2018, il est élu à la présidence de l'UDPS et choisi candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Le 23 novembre, il conclut un accord électoral avec Vital Kamerhe, leader de l'UNC, après avoir renié un accord pour un candidat commun de l'opposition. Les deux leaders créent une plateforme Cap pour le changement et le poste de Premier ministre est promis à Vital Kamerhe en cas de victoire. Et surtout, ils se partagent la carte électorale, le but étant une convergence de voix entre l'UNC, bien implantée dans l'Est, et l'UDPS plutôt au centre et à l'Ouest. C'est le pouvoir qui passe d'un camp à un autre, puisque Tshisekedi a évolué 3 décennies durant dans l'opposition. Donc c'est pour une première que l'opposition, qui a milité pendant des décennies de façon pacifique, puisse remporter les scrutins et accéder à la magistrature suprême. Donc du point de vue symbolique, ça traduit un pas important vers l'ancrage de la démocratie en RDC. L'enjeu de cette élection était historique, permettre une première transmission pacifique depuis l'indépendance. Au pouvoir depuis 18 ans, le président Joseph Kabila ne pouvait plus briguer de 3e mandat selon la Constitution. Des élections législatives et provinciales ont également eu lieu le 30 décembre. Les résultats provisoires pourront faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui est chargée de proclamer les résultats définitifs. La prestation de serment du nouveau président élu est prévue le 18 janvier selon le calendrier initial.
Alors une victoire d'ores et déjà contestée par Martin Fayulu qui a pris la deuxième position, en tout cas si on en croit aux résultats provisoires de la CENI. On va en parler tout à l'heure de cette contestation qui naît autour donc, de cette victoire de Félix Tshisekedi. Mais tout d'abord, sa victoire à cette présidentielle est le mot qui revient souvent depuis cette nuit, c'est le mot historique, Marc Mvebekale. Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire que l'élection qui a eu lieu en RDC dernièrement peut être considérée comme un événement historique. Pourquoi? Parce que la RDC, en passant par le Zaïre pour redevenir la RDC, n'est-ce pas, a connu énormément de soubresauts. Soubresauts dans les années 60 avec les guerres de sécession. Et puis il y a eu, bon, bien évidemment, les deux guerres intérieures. Donc ce qui fait que lorsqu'on considère, n'est-ce pas, quel que soit, bon, bien évidemment, on parlera tout à l'heure de l'issue, hein, des résultats eux-mêmes, oui. Mais c'est les élections qui sont en elles-mêmes un événement historique, une alternance par les urnes. Ça, c'est très significatif. Également historique par le fait que on sait qu'en Afrique centrale, que ça soit au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Angola, les présidents en place ou les régimes qui sont à la tête des régimes au pouvoir s'arrangent toujours pour changer la Constitution. Et là, on a vu que pour une fois, et je crois qu'en l'occurrence, on pourra d'une certaine manière saluer Joseph Kabila d'avoir renoncé à se représenter pour qu'il y ait du moins une alternance démocratique. Et c'est vrai. Alors ceci dit, il a quand même gagné un demi-mandat. Si je puis dire. Absolument, absolument. Oui. Donc voilà, c'est un événement historique qu'il faut saluer. Un événement historique, Mohamed Amiri. Si cet événement n'a d'historique que la portée que l'on veut bien lui donner. Parce que ce qui s'inscrit dans la continuité de l'histoire surtout, c'est qu'on a une élection en Afrique qui est entachée d'irrégularités, de contestations. On a la commission électorale qui donne un résultat, la conférence épiscopale nationale du Congo qui est très puissante, qui en donne un autre. On a le ministre français des Affaires étrangères qui intervient dans le débat, qui ne reconnaît pas visiblement les résultats de l'élection. On a le Conseil de sécurité de l'ONU qui a été convoqué. On a l'Union africaine qui est sollicitée. Alors, historique, je veux bien. Je me demande si Joseph Kabila, pour le coup, qui n'a pas voulu se représenter, s'est véritablement retiré de la politique, ou si le candidat prétendument élu, finalement, est à la solde de Kabila. Là, pour le coup, on est sur quelque chose qui s'inscrit effectivement dans la continuité historique, mais qui n'est pas encore, malheureusement, historique le jour où une élection en Afrique vous êtes déjà au cœur du débat. Oui, mais parce que je veux y entrer. Oui. Je veux y entrer très rapidement parce que se féliciter effectivement d'une élection démocratique, je veux bien vous rejoindre là-dessus. Mais il y a une chose qui est très importante aussi, c'est qu'à un moment en Afrique, le jour où on aura une élection entachée d'aucune irrégularité, d'aucune contestation, là, on entrera de plein pied dans l'histoire. Quand on n'aura pas un ministre des Affaires étrangères français qui déclare qu'il ne reconnaît pas le candidat, qui visiblement a été, par la commission électorale, nommé président et qui accède à la magistrature suprême, là, pour le coup, on est quand même encore dans l'Afrique un petit peu à l'ancienne. Dénoncer une ingérence. Notre camarade va prendre la parole tout à l'heure. Non, mais ce sur quoi je voulais, en dépit des aléas actuels, en dépit des constats qui viennent d'être faits, ce qui convient absolument de mettre en avant, de voir dans l'immédiat, c'est déjà que le processus est en marche, quel qu'il soit, quelle que soit la qualité des élections, quelle que soit. Oui. Et donc ça, on doit déjà le souligner, se dire que voilà un pays qui a connu des guerres. Vous savez, la deuxième guerre du Congo a fait des millions de morts. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on est quand même dans un mouvement d'alternance sans violence. Et ça, il faut le saluer. Je l'espère en tout cas que les violences ne seront pas au rendez-vous. Mohamedou Dia, mais on l'a déjà vu quand même qu'il y a eu, depuis 2 ans, depuis cette attente autour de ces élections, qu'il y a eu des morts au terme des manifestations. Donc ça, effectivement, il ne faut pas non plus mettre cela de côté et l'oublier. Mohamedou Dia, sur cette victoire de Félix Tshisekedi. Ce que je veux dire d'abord, c'est que bon, je connais un peu le pays. J'étais observateur de la francophonie en 2006, donc la première élection vraiment démocratique, entre guillemets, qui a permis à Kabila, une fois qu'il a succédé à son père jusqu'à cette époque-là, donc d'être élu.
c'est un pays tellement grand que pour organiser des élections là-bas, c'est très compliqué. L'ONU a mis en branle une logistique à l'époque qui était impressionnante. Nous-mêmes qui étions les observateurs, étions transportés par des avions de l'ONU. Moi, j'étais à Goma. Bon. Donc, c'est très compliqué d'organiser des élections. Et ces élections ont été reportées à plusieurs reprises pour des questions d'argent, etc., etc. Et on sait très bien que le clan Kabila joue très gros dans cette affaire. Bon, ça, on va y arriver tout à l'heure pour le débat. Quant aux résultats et aux contestations, ça c'est presque mondial. Hein. Tout le monde se rappelle les résultats des élections américaines entre Bush et Al Gore à l'époque, n'est-ce pas? Lorsqu'on regardait les trous des pointillés pour savoir si oui ou non les bulletins étaient perforés ou pas. Donc des élections parfaitement organisées, je pense que ça n'existe dans aucun pays de la planète puisque les êtres humains par définition... Mais bon, après tout est relatif. Exactement, voilà. Mais ceci dit, la conférence épiscopale a posé un acte déjà en amont en disant qu'elle connaissait le résultat de l'élection. Et qu'aujourd'hui, elle a confirmé en disant qu'elle ne reconnaît pas, en tout cas les résultats qu'elle détient par devers elle, puisqu'elle avait déployé 40 000 observateurs à travers donc, le pays. Ce qui est, à mon avis, aussi pas beaucoup, hein, 40 000 à travers un pays aussi gigantesque, mais n'empêche, c'est quand même un chiffre important. Et cette conférence donc dit aujourd'hui, et ils ont tenu une conférence de presse, en disant qu'ils ne reconnaissent pas les résultats, ils ne sont pas conformes, mais qu'ils prennent acte quand même du résultat sans valider parce qu'il ne correspond pas au résultat que... Mais qu'il appartient maintenant, ils demandent aux acteurs de prendre les responsabilités. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, ce qui est du domaine de l'ordre juridique, les candidats ont le droit donc de faire des recours encore pendant 10 jours. Donc on va attendre pour voir, on croise les doigts. Mais l'intervention de M. Le Drian aussi pose un débat. Je pense qu'on va y revenir. Alors une victoire, je le disais il y a quelques instants, qui était quand même assez inattendue, car beaucoup encore jusqu'à hier pensaient que ça serait Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du pouvoir, le dauphin nommé par le président Joseph Kabila qui allait l'emporter. Finalement, Félix Tshisekedi, Marc Mvebekale. Non, mais non, personne n'attendait la marionnette de... En tout cas, même au sein de l'UDPS, il se préparait déjà à ce résultat-là. Ce résultat, personne l'attendait parce qu'on a vu les sondages avant les élections. C'est-à-dire qu'il y avait, Martin Fayoulou était à, je crois, pratiquement à 24%. Le deuxième, Shadari, il était dernier, personne ne l'attendait. Non, mais bon, c'est vrai que tout à l'heure on le disait, c'est que, bien évidemment, ce que Joseph Kabila a voulu plus ou moins préparer, c'est quoi? Il a voulu préparer quelque chose qui aurait été proche du scénario à la Poutine. C'est-à-dire que là, il voulait mettre au pouvoir quelqu'un, même si l'enjeu derrière n'était pas de revenir. Bon, on ne sait pas comment il s'était préparé. Alors, toujours est-il qu'après les élections, après le mandat du président actuel, il lui aurait été également possible de se représenter. Mais ce qu'on a en tête, c'est quoi? C'est que d'une certaine façon, et là-dessus, je suis d'accord avec vous pour dire que Kabila a accepté de renoncer à se représenter, non pas parce qu'il renonçait au pouvoir, mais tout simplement parce que, évidemment, il y a eu plus ou moins le respect de la Constitution, mais également, il est là pour disposer à continuer de contrôler le pouvoir, tout le système sécuritaire du pays. Et ça, on le sait que la plupart des hommes politiques au pouvoir en Afrique centrale fonctionnent de cette façon. Je dis bien Afrique centrale pour distinguer de l'Afrique de l'Ouest. J'ai cité tout à l'heure le Gabon, le Congo-Brazzaville, parce que le scénario congolais d'aujourd'hui est pratiquement le même que celui qui a été réalisé au Gabon en 2009 et 2016. Et donc, on sait qu'il y a quoi? Il y a des enjeux pour les hommes politiques, les hommes au pouvoir actuel aujourd'hui. Il y a des enjeux, des intérêts économiques qui sont tellement en jeu qu'ils ne peuvent pas laisser le pouvoir à quelqu'un d'ailleurs qui est considéré comme un électron libre qui s'est fait lui-même. Mohamed Oudi, vous voulez intervenir? Oui, mais justement pour dire simplement que, en fait, de manière, disons, banale, on peut dire que c'est un héritier qui remplace un héritier. M. Tshisekedi aussi est fils de Etienne Tshisekedi. Tout à fait. Alors, Kabila était d'abord, avant de
d'être élu en 2006, il avait remplacé son père. Kabila, bon, les disons, types entre guillemets de remplacement ne sont pas les mêmes. Ici, il aurait été élu si les chiffres sont validés. Mais il y a des choses quand même assez curieuses. Hier ou avant-hier, avant la proclamation des résultats, le clan Tshisekedi a annoncé que M. Kabila pouvait rester dans le pays. Bon. Et on sait qu'il est allié à Vital Kamerhe, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui est proche de Kabila, tout le monde le sait, enfin qui a été proche de Kabila. Donc il y a beaucoup de choses qui sont assez bizarres dans cette affaire. Bon, la politique c'est la politique, hein. Les gens essaient de défendre leurs intérêts. Le clan Kabila défend de très gros intérêts qui ont été allés dans la presse américaine pendant très longtemps et que certains membres même du gouvernement sont interdits de séjour, y compris le candidat Assad Hariri par l'Union européenne. Et donc, vous voyez, les ingérences, en tout cas, viennent de partout. Et c'est la pression qui a poussé Kabila à ne pas se présenter. Il voulait bien se présenter, il voulait faire comme tous les autres, pratiquement, en Afrique centrale. Et lui, on l'a empêché. Mais pourquoi? Et là aussi, il faut dénoncer, 2 poids et 2 mesures, pourquoi Kabila et pas les autres. Oui, mais enfin, Kabila ne se représente pas aussi parce que ce qu'il faut regarder de près aussi, c'est que c'est un pays qui connaît, qui a connu les années précédentes, et vous l'avez rappelé justement tout à l'heure, des fractures. Voilà, quand on pense à ce qui se passe dans le Kivu, effectivement, on peut penser légitimement que le fait que Kabila se représente puisse accentuer les tensions et fracturer davantage la société. Vous le rappeliez il y a un instant, c'est un grand pays, très peuplé, et que de ce point de vue, on n'en parle jamais du Kivu, de ce qui se passe, et des guerres, j'ai envie de dire, régionales en Afrique centrale notamment. On se tourne très souvent vers le Moyen-Orient, vers le Proche-Orient, mais jamais vers l'Afrique. Et ça, il faut le dénoncer parce que ce sont des choses aussi dont il faut parler, et probablement que Kabila n'a pas voulu que le pays se déstabilise si jamais il devait se représenter. Il a été plutôt habile, puisqu'il a présenté un candidat qui est passé pour une marionnette, dont tout le monde se moquait effectivement. Mais derrière, j'étais sur ce plateau lorsque nous avons appris que Tshisekedi quittait l'accord de Genève avec tous les groupes d'opposition. Est-ce que finalement, il n'est pas à la solde de Kabila? Ce matin, dans une conférence de presse, Fayoulou déclarait que Tshisekedi était assis sur un strapontin. Donc ça veut dire aussi quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui au lendemain de ces élections. Alors justement, on va continuer de parler, parce qu'effectivement, il y a eu des tractations, des négociations entre Félix Tshisekedi ces derniers jours, entre lui et le président Joseph Kabila. On va pouvoir continuer de parler donc de sa victoire aux élections présidentielles selon les résultats provisoires de la CENI, mais aussi quelle signification pour Emmanuel Ramazani Shadary. Est-ce que finalement il paye un petit peu l'impopularité du gouvernement du régime Joseph Kabila? On va continuer d'en parler dans quelques instants, juste après cette courte pause. À tout de suite.